Très bien, mais on va commencer alors. Super. Alors tout d'abord, merci à tous pour votre participation à ce webinaire sur le thème de la logistique. Je voudrais d'abord remercier notre partenaire pour cet événement, donc le Logipol de Souss Massa au Maroc, donc qui n'a pas été choisi par hasard puisque Haynes est avant tout présente à Agadir, en plus de l'être en France. Alors le cluster Logipol Souss Massa est le premier de son genre donc au Maroc et en Afrique, et il est destiné à créer des synergies favorisant l'émergence des projets logistiques collaboratifs et innovants à forte valeur ajoutée pour la région Souss Massa. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir dans notre public des personnes de plusieurs horizons, des institutions publiques et privées aussi, comme la SMEX, le GIAC. On a aussi des personnes de l'ANDL, de Portnet, du Club logistique du Havre, de la douane française, des exportateurs, des professionnels de la logistique, aussi des universitaires et des étudiants, et notamment de l'Université internationale d'Agadir. Et nous avons la chance d'avoir un beau panel géographique aussi, puisqu'on nous regarde donc, entre autres, du Maroc, de la Tunisie, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Cameroun, de France. Un beau panel. Donc, n'hésitez pas à nous présenter, à vous présenter dans les commentaires, nous dire un peu donc, pour quelle entreprise vous travaillez ou quelle institution et de quel pays vous nous rejoignez. Donc, j'invite aussi les institutions qui seraient intéressées par ce genre d'événement ou de partenariat à nous joindre. J'invite aussi les exportateurs ou les importateurs et les professionnels de la logistique désireux donc d'échanger autour des difficultés rencontrées à nous contacter, soit par mail, soit par LinkedIn, ou prendre rendez-vous donc, via notre site web. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Nassiba Ben Abdelhafed, cofondatrice et directrice générale de la société Haynes. Donc, je suis de formation ingénieure logistique à l'ISEL au Havre et j'accompagne depuis plus de 10 ans les entreprises dans leurs projets logistiques, donc entre autres chez Bolloré, LVMH, Marks & Spencer, Coca-Cola et d'autres, mais aussi des petites et des moyennes entreprises. Alors, durant ma carrière, elle a été un peu partagée entre Paris, Londres, plusieurs années à Singapour, Sydney et aujourd'hui Agadir. Et pendant ces dernières années, j'ai parcouru donc de nombreux pays dans le cadre professionnel. Et puis ces 2 dernières années, j'ai dû me restreindre à Agadir et à la Normandie, surtout du fait de la situation sanitaire, comme vous le savez. Alors, tout comme mon parcours, les chaînes logistiques aujourd'hui ont été fortement impactées par la crise du Covid. On a pu observer des magasins qui se sont vidés, des ports congestionnés, des usines fermées, la flambée des prix des intrants et aussi des taux de fret. Alors, plus un jour ne passe où on ne parle pas de problèmes au sein des chaînes logistiques. Avant la pandémie, le transport était vraiment le cœur de la chaîne logistique d'un exportateur. D'ailleurs, aujourd'hui encore, on confond la notion de transport et de logistique. Alors, je pense que cette confusion est vouée à disparaître à l'avenir, car avec l'éloignement des maillons de la chaîne, on se rend compte que le transport n'est plus l'unique façon d'optimiser ses coûts de revient. Donc, dans un monde pré-Covid, il nous semblait logique en fait d'importer la matière première et les composants d'Asie, donc en Afrique, en Europe. On dépendait de la Chine surtout. D'un point de vue purement économique, c'était forcément plus intéressant de faire appel à une main-d'œuvre à moindre coût et une source qui massifie sa production et offre des coûts d'achat imbattables. Cependant, aujourd'hui, nous avons affaire à une chaîne logistique sous haute tension. Les distances ont complètement changé. Alors, par exemple, le tarif d'un conteneur Chine-Maroc qui tournait autour de 5 000 € avant la pandémie, avec la hausse des prix, les opérateurs se sont retrouvés à payer 20 000 € pour le même trajet. De plus, la CNUSED projette une augmentation de 11% des prix à l'importation au niveau mondial et cela pourrait aller jusqu'à 24% pour les pays les moins avancés. Donc, cela a forcément pour conséquence une flambée des prix à la consommation. Si on prend l'exemple du fabricant d'électroménager SEB, ils ont annoncé donc, une augmentation de leur prix de vente entre 5 à 10% pour certains produits, du fait de la hausse
Alors du cuivre, de l'inox, du carton, des cartons d'emballage, mais aussi du fret. Alors, la question que je voudrais poser, c'est est-ce qu'on peut se permettre d'augmenter les prix de vente alors que le pouvoir d'achat aussi a été fortement impacté? Et ce dont je voulais aussi parler, c'est que le fossé se creuse entre les grands chargeurs, donc les grosses compagnies, et les plus petits chargeurs, puisque l'étude du CNUSED sur l'évolution des taux de fret montre que les grands chargeurs ont pu négocier des contrats beaucoup plus avantageux avec les compagnies maritimes, y compris pendant la crise, et cela leur a permis d'être bien en dessous des taux spot qui sont attribués aux plus petits chargeurs, qui n'ont pas forcément les moyens de s'engager sur des volumes plus fréquents et plus conséquents. Et c'est la tendance que l'on voit chez Ames quand on discute avec les importateurs et les exportateurs de petite et de moyenne taille. Donc, le transport devient de plus en plus une denrée rare et presque inaccessible. Alors, par exemple, avant, on pouvait produire en flux tendu avec un délai de 1 mois. Aujourd'hui, avec l'imprévisibilité des chaînes, les attentes au port, les pénuries de conteneurs et toutes les problématiques d'intrants, ces systèmes de production doivent être complètement repensés. Aujourd'hui, on recherche à relocaliser ce qu'on délocalisait avant. Le transport est devenu bien sûr une chose à limiter pour 2 raisons. Donc pour des raisons de coût et d'environnement. Donc on pourrait comparer la problématique du transport avec celle de l'énergie, par exemple. Auparavant, on travaillait uniquement avec l'énergie fossile, mais maintenant qu'elle est devenue bien trop rare et trop chère, eh bien, on cherche des énergies renouvelables et de proximité. Donc, sur le transport, c'est la même chose. On doit exploiter notre réseau et la proximité. Alors, la facilité veut qu'on importe ce qu'on ne peut pas produire, mais aujourd'hui, en Afrique, on pourrait produire ce que nous importons actuellement. Alors, cela prendra sûrement du temps, hein, mais en attendant, il existe des solutions et des outils pour repenser en fait nos schémas logistiques. Alors, à cela s'ajoute la situation de la crise humanitaire, puisque de nombreuses personnes ont perdu leur emploi. Alors, crise humanitaire, mais aussi environnementale, puisque ces dernières années ont été marquées par la mise en place de restrictions énergétiques. On pense par exemple à la taxe carbone dont on parle beaucoup au Maroc, et la prise de conscience des risques à venir. Alors, on peut dire que ces crises, je dépeins un peu un système un peu chaotique, hein, des crises logistiques, des crises humanitaires, des crises énergétiques, mais ces crises ont révélé en fait des failles dans les maillons de la chaîne logistique globale. D'autant plus que, alors sans vouloir vous saper le moral, hein, il est fort possible que les épidémies et autres catastrophes naturelles soient de plus en plus fréquentes à l'avenir. Alors ce contexte nous pousse surtout à repenser nos schémas stratégiques et opérationnels. Nous devons plus que jamais nous montrer créatifs et inventifs dans l'optimisation de ces schémas. Et c'est dans ce cadre justement qu'intervient Ames pour apporter des solutions innovantes et une réflexion pour les importateurs et les exportateurs. L'important, c'est qu'il ne s'agit plus de raisonner uniquement en termes de transport, mais aussi de considérer la chaîne logistique dans son ensemble. Parce que contrairement à ce qu'induit la notion en fait, de chaîne linéaire, une chaîne logistique, ce n'est pas linéaire, mais c'est bien un système complexe avec des éléments dynamiques, des interactions multiples. Et donc, on travaillera davantage sur la collaboration, la fluidité entre les différents intervenants de la chaîne, les ruptures de charge et de manière générale le design de cette chaîne logistique. Et donc, c'est ce dont nous allons parler avec nos 2 intervenants exceptionnels aujourd'hui. Donc, je suis très heureuse de les accueillir, Emmanuel Zervidaki et Nabil Bouziani. Donc, bonjour à vous 2. Bonjour à tous. Bonjour, merci. Bonjour à tous. Bonjour, alors je vais vous introduire très rapidement et puis je vais donner la parole à Nabil pour commencer. Donc Emmanuel Zervidaki, expert en supply chain durable. Donc il est titulaire d'un exécutif MBA spécialité maritime transport logistique. Alors Emmanuel a une expérience professionnelle très riche dans les matières de la logistique de flux, d'entrepôt et aussi de distribution. Il a effectué des missions en Europe, en Asie, en Afrique et dans l'océan Indien. Il est notamment intervenu dans la supervision
des importations et la sécurisation des recettes douanières. Il a accompagné plusieurs entreprises dans leur implantation et leur développement. Donc, il nous en dira un peu plus sur ces expériences. Et aujourd'hui, Emmanuel est associé chez Cargonet, donc, ce qui est un cabinet d'expertise spécialisé en supply chain durable. Il anime également depuis 2007 le club logistique du Havre et il est administrateur de l'école d'ingénieurs ISEL, que je connais personnellement très bien, depuis 2009. Et enfin, pour illustrer la collaboration justement intra-africaine, eh bien, nous accueillons un intervenant qui a développé son activité à travers l'Afrique. Pour le présenter, alors brièvement, il y a plein de choses à dire encore une fois, mais Nabil Bouziani est titulaire d'un doctorat en mécanique des matériaux et d'un master en management de l'ENIS de Sfax en Tunisie. Et il a enseigné et publié de nombreuses études sur les thèmes de la logistique, entre autres le management de la qualité, les processus manufacturés. Et il est président de la chambre syndicale de l'UTICA, donc l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Il est consultant auprès d'entreprises, donc notamment des entreprises industrielles en mécanique, agroalimentaire et pharmaceutique. Et enfin, il est fondateur et président directeur général de IPCOM. Alors, on va démarrer l'échange avec nos intervenants. On va fonctionner dans un système de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions. Nous prendrons donc un temps à la fin de ces webinaires. On va se tenir à 1 heure et on pourra répondre à vos questions. Bien sûr, on devra en sélectionner quelques-unes. Et n'hésitez pas, voilà, si vous avez des commentaires, à les mettre dans la discussion, les questions-réponses. Donc, je commence avec, avec toi, Nabil. Alors, okay, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur vos activités au sein de IPCOM, nous en dire un peu plus voilà, sur les projets que vous avez menés aussi au sein de l'Afrique? Merci, Nassiba. Bonjour tout le monde. J'espère qu'on passe un très bon moment entre nous pour discuter vraiment un très important problème dont tout le monde maintenant, surtout on parle des problèmes logistiques, c'est très important pour les voir, les résoudre. Bon, je parle un peu, moi j'ai eu l'occasion dans mon expérience de commencer ma première carrière professionnelle en tant que responsable logistique dans une société industrielle. Et j'étais ingénieur en électromécanique, mais je me suis transformé en management de la chaîne logistique parce que c'était très important d'avoir la logistique industrielle. On parle du vrai terme logistique. C'est pas, pour nous, avant, c'était seulement la logistique du transport, mais par la suite, à l'expérience, on a vécu pas mal d'étapes au niveau de la logistique, de l'approvisionnement de la matière, etc., jusqu'à l'expédition et la logistique au niveau de l'industrie, l'optimisation. Donc, j'étais vraiment impressionné par ce métier et par la suite, j'ai développé ma propre usine de fabrication des produits d'hygiène. Bon, le produit d'hygiène, on parle des couches bébés, des serviettes pour femmes, des lingettes, etc. Et ça, c'est un produit demandé dans le pays africain, le continent africain. Notre marché en Tunisie, c'est un peu un petit marché, c'est pas un grand marché. Donc, on est obligé et nous devrons exporter pour les autres pays subsahariens ou bien le Nord-Afrique, que ce soit l'Algérie, Libye, Maroc et les autres pays subsahariens comme le Gabon, Congo, Sénégal, Togo, Mauritanie, différents pays, Guinée, etc., pour ce produit qui est devenu très demandé. Bon, la partie la plus importante pour nous en tant qu'exportateurs, c'est surtout, bon, on n'a pas beaucoup de temps vraiment pour parler sur tous les problèmes, mais je dois souligner qu'il y a surtout les problèmes de délai de livraison parce qu'il n'y a pas d'infrastructure assez importante pour les livraisons. On ne peut pas comparer ça par rapport à l'Europe. En Afrique, nous devrons passer par tout ce qui est voie maritime. Il n'y a pas d'infrastructure routière, il n'y a pas de route de liaison entre les différents pays. Donc, le délai de livraison il est très important. Pour cela, les coûts deviennent de plus en plus très élevés.
entre autres, les coûts de stockage. Il y a aussi ce qui rend les choses un peu plus difficiles, aussi les coûts financiers de plus, parce que s'il y a les charges financières, parce qu'avec avec avec le délai de livraison, le stockage, etc., le coût devient de plus en plus élevé et nous devrons être compétitifs sur ces marchés. Donc, bref, donc la partie la plus importante en tant que dans ma société, c'est comment gérer comment optimiser les coûts pour être compétitif dans ces pays qui sont à 90% liés surtout aux problèmes logistiques, aux coûts logistiques. Et justement, donc comment vous avez fait avec, justement, j'imagine que vous avez été aussi impacté par la crise. Alors, est-ce que vous avez été impacté? Est-ce qu'il y a eu comme vous nous avez dit que vous êtes sur différents pays en Afrique, est-ce qu'il y a des régions qui ont été un peu épargnées? Comment vous avez en fait réagi à cette crise? Bon, la crise, le problème pour nous, c'est parce qu'on a un autre problème en amont, quoi, c'est l'importation des matières premières, parce que nous, on n'a pas de matières premières sur le coût. Donc, on est obligé d'importer de l'Europe, de la Turquie, des pays, parfois de la Chine, mais donc, les coûts, surtout le coût de transport a été très élevé, ce qui a aggravé, ce qui a élevé énormément les coûts de matière et par la suite le coût de production de façon générale. Donc, ça, il a une incidence directe. En plus de ça, il y a les ruptures. On n'a pas pu travailler de façon continue. Et la rupture, ça veut dire ça cause le perte de marché de l'autre côté. Donc, l'incidence des problèmes c'était de la dernière crise, vraiment, il a été très, très difficile à gérer. Surtout on n'a pas les matières sur place et en plus, nous devons exporter le produit fini pour les autres pays. Et oui, ça c'est très important justement ce que vous dites, parce que quand on parle d'export, souvent on dit voilà l'export, il faut encourager l'export, mais la majorité des exportateurs, en fait, elles sont dépendantes aussi de l'import. Comme vous le Voilà, disiez, donc vous êtes peut-être, vous avez besoin de matière, vous m'aviez dit de pâte de cellulose, etc. Mais on oublie souvent qu'il y a cette problématique en fait qui est double. C'est que c'est pour envoyer les produits vers le consommateur, mais aussi on a besoin de recevoir les matières premières à temps et à un coût. Et surtout pour nous, en tant que domaine d'hygiène, bon, ça tombe, c'est pas bon parce qu'on utilise ce qu'on appelle le non-tissé, c'est les non-woven. Tout ce qui est non-tissé a été utilisé pour les bavettes, tout ce qui est masque chirurgical. Donc, il y a eu vraiment des problèmes d'approvisionnement énormes. Et du coup, ils ont été x3, x4 les prix d'achat. Parce que le produit avant était utilisé surtout pour on utilise pour les couches bébés, les serviettes féminines, les vêtements médicaux, etc., jetables. Et bref, avec la crise Covid, tous les fabricants de non-tissés ils fabriquent les matières pour les tissus pour les utiliser aux masques chirurgicaux dans tout le monde. Donc, donc il y a eu des ruptures de. Bah oui, j'imagine. Donc il y a eu des ruptures de stock en termes de oui, matières premières aussi. Et oui, comment ça vous c'est. avez réagi justement à l'augmentation des coûts et à ces ruptures? Bon, on a essayé d'élever un peu les prix de vente, mais il ne faut pas, parce qu'il est dans le monde, de l'autre côté, il faut voir la concurrence et parfois il faut s'adapter au marché, diminuer le coût du produit, ça veut dire réduire la qualité, sincèrement, par rapport au marché. Réduire la qualité, ça veut dire réduire la performance du produit, parce que pour nous, un produit,
de couches ou bien de serviettes, il y a l'absorption, etc. Tu es obligé de réduire les constituants du produit. Et le client, ils savent ça. C'est pour s'approcher au pouvoir d'achat des clients, parce qu'il ne peut pas acheter. Si tu vas garder les mêmes normes normes de produits, donc vous voyez, il y a une incidence même sur la qualité du produit à fabriquer. Et donc, alors aujourd'hui, sur la scène donc africaine, quels sont vos principaux pays concurrents? J'imagine il y a la Chine. Est-ce que vous avez des concurrents et Sur comment l'Afrique, vraiment, il y a la Chine et actuellement la Turquie. et est-ce que du coup, ça vous offre d'autres opportunités, justement, étant donné que justement la Chine a plus de difficultés à Maintenant, cheminer? avec les problèmes, réellement, ça fait quelques mois, avec les coûts de transport très élevés venant de la Chine, maintenant, il y a en Afrique, moi j'étais en Afrique, ça fait deux mois, même 2 mois, et tout le monde qui ont des marques privées, parce qu'il y a des gens qui fabriquent leurs propres marques, donc surtout en Chine. Donc, ils n'arrivent pas à l'importer parce que le coût de transport, il est x4 maintenant. C'est impossible d'être compétitif sur le marché local. Donc, peut-être ça peut nous aider un peu pour être compétitif au niveau de prix par rapport aux produits venant de la Chine actuellement sur l'Afrique. Je parle des produits de consommation. Donc, c'est peut-être une opportunité aussi à considérer, étant donné que les prix ont explosé depuis la Chine. Euh, Comment justement, qu'est-ce que vous conseillerez justement pour se positionner? Est-ce qu'il y a un travail à faire, à encourager au niveau de l'industrie, ou alors est-ce qu'au niveau de Non, sa chaîne proche, est-ce qu'il y a des choses vous qu'on peut faire? avez, à la présentation, vous avez évoqué quelque chose de très important, c'est qu'il faut vraiment il faut réduire le transport, quoi, le transport de la matière. On essaie de créer des usines sur place, de réduire le- il faut importer un conteneur de matière première mieux que d'importer 5 conteneurs de produits finis aussi, parce qu'un conteneur de matière première, pour notre domaine, ça peut vous donner 5-6 conteneurs de 40 pieds de produits finis. Donc, il vaut mieux importer un conteneur de matière première mieux qu'importer 5 conteneurs de produits finis. Donc, créer les usines et fabriquer sur place et réduire les coûts de transport, ça peut être une opportunité pour améliorer, pour réduire les coûts de produits sur les pays. Mais ça nous donne une autre, c'est l'infrastructure. Il faut améliorer l'infrastructure aussi parce que créer des unités industrielles, il faut avoir le tissu industriel sur place, la main-d'œuvre qualifiée, plusieurs choses, les problèmes de douane, les problèmes bancaires, il y a plusieurs choses qu'il faut les revoir. Et justement, alors ça, c'est très intéressant ce que vous dites, c'est de revoir un peu la façon dont on s'approvisionne, en fait, dont on gère les approvisionnements et la production. Est-ce que, voilà, on ne ferait pas un peu plus de production proche de chez soi? Et justement, vous avez aussi mentionné les problématiques bah, dont tout le monde parle, justement, qui sont les problèmes de douane, aussi de sécurité, d'infrastructure. Et étant donné les pays, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les pays que vous servez et peut-être en prenant quelques exemples de problématiques que vous avez eues justement au niveau infrastructure douane et comment vous avez réussi à franchir le pas parce qu'aujourd'hui, voilà, vous servez ces pays. Donc, Il y a un autre problème vraiment très important, c'est comment être réglé, le paiement. C'est le plus important des choses. Ah La oui, fin ça de, c'est. la fin de l'activité à la fin, exporter, c'est pas seulement exporter, mais exporter, il doit être payé en même temps parce que si on va exporter sans avoir les règlements à temps, ça c'est un gros problème. Et ça, vraiment, c'est un vrai problème actuellement sur les pays africains parce que pour être sûr, être payé, il faut ouvrir des lettres de crédit. La lettre de crédit, ce n'est pas toujours facile à le faire. Ça demande beaucoup de temps. Faire des virements directs, des transferts directs,
de banque à banque aussi, ce n'est pas évident. Et ça, c'est vraiment un des grands problèmes. Et pour cela, il faut choisir vraiment, il faut sélectionner le client parce qu'il y a plusieurs clients. Il faut chercher le client qui est crédible, qui veut, pour être payé. Là, votre question, c'est concernant vous m'avez dit une des pays, par exemple, moi, on exporte c'est la Mauritanie, le Gabon, le Guinée-Conakry, etc. Donc, il y a un autre problème, malheureusement, il existe dans tous les pays africains, c'est que, parce que les taxes douanières sont très élevées. Et il y a des gens qui utilisent des zigzags pour pouvoir arriver donc à s'approvisionner de leurs marchandises sans payer la douane. Si quelqu'un paie la douane et l'autre ne paie pas la douane, c'est vraiment une différence importante. Ça peut varier de 50% de différence au niveau de prix. Donc, ça, un très gros problème actuellement parce que les taux de douane sont très élevés. Donc, les gens, ils essaient de ne pas payer, de voir d'autres pratiques. Et de fait, si quelqu'un travaille dans les règles d'art, il ne peut pas être compétitif. Ouais. Et ça, il faut vraiment le revoir. Malgré qu'il y a maintenant deux grandes communautés donc, pour réduire les droits de douane entre les différents pays, il y a ce qu'on appelle la convention de CEDEAO entre les pays de l'Ouest africain et de l'Est, il y a COMISA, mais c'est pas vraiment, il y a des produits qui rentrent dans la convention, des produits qui ne rentrent pas. Donc, ce n'est pas vraiment flexible entre les différents pays. Et ça, c'est un grand problème qu'on le rencontre pour la compétitivité, quoi, pour éviter la concurrence déloyale. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la ZLECAf, mais j'imagine que pour vous, concrètement sur le terrain, ça n'a peut-être pas d'impact encore cette année, par exemple, aujourd'hui. J'imagine qu'il n'y a pas encore d'impact vraiment sur le terrain. Pardon pour au niveau de la zone de libre-échange continentale africaine, on en parle beaucoup, mais est-ce que... On en parle beaucoup, mais sur le plan pratique, non, ça n'existe pas. Pour l'instant, le client il est obligé de payer la douane ou bien faire d'autres pratiques pour éviter le paiement. Et ça, c'est un grand problème. Et vous avez mentionné une problématique très importante de sélection du client. Alors, j'imagine qu'il y a aussi la sélection aussi des partenaires avec qui vous travaillez, parce qu'aujourd'hui, donc, quand on travaille, nous, personnellement, chez AIMS, au sein d'entreprises qui recherchent justement à servir d'autres pays d'Afrique, donc de faire du commerce intra-africain, trouver des partenaires qui sont prêts à faire le transport, à faire le transit, c'est, alors que ce soit de la part du transitaire ou de la part du client, c'est un peu les mêmes réticences. Alors, comment vous assurez que vous travaillez avec les bons partenaires et que, comment vous avez, j'imagine que vous avez sélectionné... Pour sélectionner les clients, il est très important d'aller sur place actuellement pour voir l'infrastructure, qu'est-ce qu'il a, comment il travaille, son réseau de distribution, est-ce qu'il a vraiment les moyens nécessaires, financiers et industriels, autre que financier, le réseau de commerce. Et c'est important d'aller sur place, ou bien collecter les informations de part et d'autre, mais pour nous, toujours, la visite sur terrain, c'est très important pour sélectionner les clients. Et ça, vraiment, ça coûte. C'est pas facile de se déplacer sur place et voir le client, surtout dans les pays, vous savez, le transport, etc., pour aller en Afrique. Même, c'est pas facile, vraiment. Ça demande beaucoup d'énergie pour sélectionner à la fin un bon partenaire et on espère toujours que ce sera un bon partenaire parce que parfois ça arrive des mauvaises expériences. Mais... Vous en avez déjà eu? Oui, surtout les problèmes de règlement. Si tu travailles au départ avec quelqu'un, il te paye la première facture, la deuxième, la troisième. Par la suite, il dit, vraiment,
construit une bonne relation, envoyez-moi le conteneur. Tu l'envoies et c'est fini. Ça. Très bien. Donc, Et alors, je voudrais juste revenir et après, on changera un peu de sujet, mais vous avez parlé en premier lieu vraiment des coûts de revient, donc des problématiques du coût de transport, etc. Alors, si on essaye de donner un peu de la lumière à ceux qui nous écoutent et essayer de donner un peu d'espoir, quelle solution vous pourriez, vous avez aussi travaillé, quelle solution vous pourriez conseiller à ceux qui nous regardent pour justement réduire ses coûts, étant donné qu'on est dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui? La chaîne, au niveau des coûts, il y a des choses on peut les maîtriser nous-mêmes. Au niveau de la production, bon, on peut optimiser la chaîne logistique, au niveau de la logistique industrielle, à l'intérieur de l'usine, en recevant de la matière jusqu'à la sortie de produits finis. Ça, c'est le producteur qui doit, nous devrons maîtriser nos coûts de stockage, de déchets, réduire les déchets, etc., surtout les frais de stockage, Les gaspillages. l'organisation, l'optimisation, tout ça. Ça, c'est maîtrisable. Mais ce qui n'est pas un peu maîtrisable, c'est l'approvisionnement de la matière, le délai de livraison pour recevoir votre matière. Ça, on peut pas. On essaie de choisir les fournisseurs, les partenaires les mieux adaptés pour notre activité. De l'autre côté, la livraison, surtout pour nous, je parle de notre cas, c'est par voie maritime et le délai de livraison, c'est entre 5, 6, 7 semaines, même parfois 2 mois pour que la marchandise arrive chez le client. Donc, de l'autre côté, il faut des conventions entre les différents pays, il faut voir des choses, des solutions pour réduire améliorer l'infrastructure, les lignes directes, etc. Parce qu'on ne peut pas, nous, par exemple, pour aller à l'Afrique de la Tunisie, il n'y a pas de ligne directe vers les pays africains. Ça passe par l'Europe, ça passe de l'autre côté. Ça, c'est des choses qui nous dépassent en tant qu'industriels. Aussi, les conventions bilatérales pour tout ce qui est taxes douanières, parce que ça n'a que élever les coûts les droits de douane, ça n'a que à encourager les trafics de l'autre côté. D'accord, donc je dirais que le challenge pour un industriel aujourd'hui, c'est déjà les coûts qu'il peut maîtriser, en fait, de les travailler. Vous avez parlé des coûts de stockage, des coûts de production, d'essayer de limiter les gaspillages. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, mais c'est vrai que encore plus aujourd'hui, on doit travailler, j'imagine, et du coup repenser, parce que souvent on dit voilà comment je vais avoir le meilleur taux de fret, mais peut-être qu'il y a des gains à avoir, peut-être au niveau stockage et au niveau production. C'est bien ce que vous disiez? Voilà, voilà. Sinon, aussi, il y a l'idée de diviser l'activité. Par exemple, on peut faire un produit semi-fini à compléter chez le client sur place. Donc, ça toujours pour minimiser les coûts, etc. Donc, on peut vraiment fragmenter voilà, les étapes de fabrication ou bien vraiment s'installer complètement parce qu'avec le savoir-faire, avec tout ce qu'on a, on peut s'installer et créer des unités. La proximité, il faut être proche des clients. D'accord. Très bien, mais je vous remercie. Je vais donner la parole à Emmanuel Zerbudaki. Donc, vous nous rejoignez du Havre, hein, le premier port à conteneurs de France. Je fais un peu de publicité pour une ville que je connais bien. Donc, est-ce que, alors, vous pouvez nous faire peut-être un petit rappel de vos activités entre l'Europe et notamment vous avez travaillé en Afrique, au Maroc. Donc un petit rappel. Et puis après, je vous demanderai peut-être de faire par rapport faire écho un peu à ce qu'a mentionné Nabil Bouziani sur voilà, quelles sont les nouvelles donnes dans les échanges entre l'Europe et l'Afrique.
D'abord, Nassiba, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis particulièrement heureux d'être avec vous ce soir sur des sujets aussi importants. Et effectivement, vous l'avez dit, par rapport à des expériences professionnelles qui m'ont amené effectivement à découvrir aussi les deux continents et apporter une affection particulière au continent africain, évidemment. Merci au docteur Bouzayani également pour son intervention. J'y retrouve des propos pleins de bon sens et de vécu. Et je partage évidemment son analyse. Et j'espère qu'on pourra évidemment ensemble y donner un regard nouveau. Donc, merci encore. Je suis Emmanuel Zermudaki. Je suis effectivement expert en supply chain durable au sein d'un cabinet de conseil qui s'appelle Cargonet. Nous accompagnons nos clients, je dirais, à la fois sur des volets stratégiques d'une part, mais aussi sur la déclinaison tactique de la stratégie en termes de supply chain, donc du fournisseur jusqu'au client du client, avec je dirais, trois points clés qui nous paraissent particulièrement importants, que sont bien entendu, premier élément, la formation et la ressource humaine, puisque les services logistiques et la prestation logistique ou les services logistiques en interne, c'est d'abord des hommes et des femmes qui viennent réaliser une prestation de service, interne ou externe. Le deuxième élément sur lequel nous travaillons, c'est la RSE, puisqu'aujourd'hui, vous le savez, et je pense qu'on développera ce point-là particulièrement tout à l'heure, c'est un enjeu fort de nos activités. Les métiers de la logistique et de la supply chain sont souvent montrés du doigt parce que émetteurs de gaz à effet de serre, parce que accidentogènes en termes de transport, etc., etc. Et puis, enfin, on accompagne nos clients sur les outils de la supply chain, d'une supply chain efficiente. Et ces outils, il y en a deux principaux. Le premier, c'est l'entrepôt. Et donc, les enjeux de la localisation des entrepôts, du schéma directeur logistique. Et le deuxième outil qu'on utilise, ce sont tous ces outils d'information, d'informatique, d'automatisation à l'intérieur de l'entrepôt, évidemment. Vous l'avez dit, Nassiba, j'ai effectivement eu la chance vraiment presque de commencer, de faire mes armes en Afrique dans les problématiques de sécurisation de recettes douanières et d'accompagnement des entreprises et des États sur justement des problématiques de contrôle d'importation et d'exportation, avec des sujets effectivement souvent intéressants. On est sur des enjeux qui sont forts pour des États, puisque bien entendu, les recettes douanières représentent une part importante de leur budget, évidemment. Et c'est vrai que quand on est dans des problématiques où on importe des produits finis, eh bien, on a des fois des droits de douane dans certains pays qui peuvent être importants. La politique, finalement, la politique douanière d'un État est le reflet aussi de sa politique et de sa stratégie économique, bien entendu. Et on le constate bien entendu. Nabil le disait tout à l'heure, on a effectivement une problématique de flux physique de marchandises quand on aborde la thématique de la logistique et de la supply chain. Vous faisiez également écho à des problématiques de flux financiers. Et ça me paraît également particulièrement important. Et moi, j'en vois un troisième, ce sont les flux d'informations. Et aujourd'hui, quand on parle de logistique, on va parler évidemment de logistique de flux internationaux, et c'est l'objet qui nous rapproche aujourd'hui, mais on va parler de logistique industrielle, et puis on va parler de plus en plus, en tout cas en France, on ne parle plus que ça, c'est le moteur du développement des activités logistiques, on parle de e-commerce. Et effectivement, on est sur des problématiques où, plus que jamais, le flux d'information est un flux moteur de l'activité. Alors, la question, est-ce que la logistique est un facteur clé de succès? Ben oui, évidemment. Alors, en même temps, on serait bien embêté si je disais le contraire. Effectivement. Mais oui, évidemment. Et on l'a bien vu, cette pandémie qui est mondiale, elle nous a bien prouvé que la logistique est un facteur clé de succès. Et peut-être, si je me fais l'avocat du diable, de dire que la logistique, sans logistique, eh bien, ma foi, on n'a déjà pas de service de santé, on n'a pas de médicaments, on n'a pas de masque, on n'a des fois pas de quoi manger, puisqu'il y a certains produits, effectivement, qui sont, contrairement à ce qu'on pense,
qui viennent de loin, au moins dans les produits alimentaires. Les enjeux qu'on va rencontrer quand on va parler comme ça de logistique intercontinentale, on va être sur évidemment des problématiques de transport avec tous les enjeux toutes les problématiques, tous les enjeux qu'on rencontre aujourd'hui, et puis des problématiques aussi de stock. Et Nabil Bouzayani l'a particulièrement bien illustré dans son propos. La question aujourd'hui, alors aujourd'hui évidemment avec cette pandémie, on se retrouve, et vous l'avez bien signifié Nassiba dans votre introduction, on se retrouve dans un contexte de crise maritime, c'est du jamais vu. On savait que le maritime, c'était une activité particulièrement cyclique, mais là, c'est du jamais vu. Alors évidemment, face à ça, on se retrouve avec des coûts de transport qui représentent de plus en plus de valeur dans la chaîne globale. Là où avant, on estimait que finalement, la partie logistique, c'était plus ou moins 10% de la valeur du produit, on commence à se dire que ça va effectivement représenter une valeur bien plus importante. Mais finalement, pourquoi est-ce qu'on a des activités logistiques? Pourquoi est-ce que la logistique, c'est ce facteur clé de succès? Et pourquoi est-ce que justement la logistique aujourd'hui, ça coûte de plus en plus cher? Le premier élément, c'est que la logistique, on en est devenu dépendant parce qu'on a délocalisé nos outils de production. En éloignant l'outil de production du bassin de consommation, il est bien évident qu'il fallait une prestation de service qui fasse le lien entre ces deux bassins. Ça paraît évident. Oui. Le deuxième élément, c'est que, évidemment, on se retrouve dans des problématiques aujourd'hui avec notre conjoncture qui fait que on a une problématique de délai de réapprovisionnement. Là où effectivement, comme Nassiba le disait tout à l'heure, on pouvait se réapprovisionner entre la Chine, l'Europe ou l'Afrique en un mois, et aujourd'hui, ça prend 3 mois. Et ça pose 2 questions. Le premier, c'est l'organisation industrielle qui va avec. Et le deuxième problème surtout, c'est qu'on ne sait plus gérer l'incertitude. On savait très bien gérer une supply chain internationale à partir du moment où les règles du jeu étaient claires, où on avait des dates d'embarquement, on avait des dates de débarquement, on savait qu'on allait trouver un conteneur vide. Et aujourd'hui, on ne sait pas. Il y a des études qui ont prouvé qu'entre l'Asie et l'Europe ou l'Asie et l'Afrique, les porte-conteneurs avaient en moyenne 18 jours de retard. Et justement, comment voulez-vous organiser des événements, des promotions? Comment voulez-vous vous assurer de la disponibilité des jouets pour Noël? Noël, c'est le 25 décembre, ce n'est pas le 26 ou le 27. Et donc, il y a tout cet enjeu de management de l'incertitude. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui va se poser comme question? Le premier, c'est, et on l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a un enjeu de relocalisation? Alors, vous savez, vous avez bien compris, j'étais normand. Alors, un normand, il va vous répondre peut-être ben oui, peut-être ben que non. C'est pas très satisfaisant, ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, évidemment, il y a des enjeux de relocalisation pour des raisons, encore une fois, d'approvisionnement, pour des raisons de management de l'incertitude. En d'autres termes, c'est de la maîtrise des risques. Et puis, bien entendu, pour des raisons économiques. Est-ce que ça veut dire que les ateliers en Chine vont fermer? Non, certainement pas. Est-ce que ça veut dire qu'en Europe et en Afrique, on va voir revenir toutes les industries, toutes les activités qui étaient parties? Non, certainement pas non plus. En revanche, on va peut-être avoir effectivement, il y a des experts qui se penchent sur ces sujets-là,
des relocalisations des activités de production pour les rapprocher des bassins de consommation. Alors peut-être que pour l'Europe de l'Ouest, on va avoir des bassins de production qui vont se relocaliser en Europe de l'Est, de façon effectivement à répondre à des problématiques douanières, de façon à rapprocher le bassin de production et le bassin de consommation tout en maîtrisant des coûts de main-d'œuvre. Et puis peut-être aussi, et ça répond potentiellement à la question que vous posiez Nassiba tout à l'heure, peut-être également que pour approvisionner l'Europe, eh bien, on aura des relocalisations d'activités en Afrique du Nord, ou en Afrique de l'Ouest, ou en Afrique tout court. J'ai vécu au Bénin, oui. Un porte-container, il mettait 14 jours entre Cotonou et Le Havre. C'est déjà mieux que les 28 jours entre Shanghai et Le Havre. Et donc, voilà le premier enjeu, à mon avis. Le deuxième enjeu qu'on va retrouver, et là, on va inverser le flux, on va parler d'un flux entre l'Europe et l'Afrique, c'est potentiellement des hausses de niveau de vie et de pouvoir d'achat. On sait que, encore une fois, la logistique, elle va faire le lien entre le bassin de production et le bassin de consommation. Si l'on produit plus, on a besoin de plus de logistique, mais si on consomme plus aussi, on a besoin de plus de logistique aussi. Et puis enfin, on a des enjeux d'infrastructure, je ne vais pas revenir dessus parce que Nabil en a beaucoup parlé, et puis des enjeux de services de transport, de services logistiques, qui vont être évidemment tout à fait importants également pour faire de cette logistique un vrai facteur clé de succès. Alors, j'ai une question justement par rapport à ça, parce qu'on parle de relocalisation et peut-être au niveau de l'Afrique, hein, comme on sait, l'Afrique est souvent critiquée de par son taux de natalité et que la population grandit à grande échelle, mais on sait aussi que c'est peut-être des opportunités pour avoir de la main-d'œuvre. Donc, moi, je me pose la question, entre cette problématique où on essayera peut-être de relocaliser et le fait d'avoir ces opportunités au niveau humain, où est-ce qu'on se trouve en fait en termes de bonnes pratiques RSE? Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce que c'est le RSE et puis voilà, faire le lien un petit peu avec cette problématique-là? Alors, merci, parce que vous savez que, évidemment, vous avez bien compris que le sujet de la RSE, il me tient à cœur. Et je sais qu'il tient à cœur de pas mal d'entreprises également. Le premier élément, si vous voulez, c'est que la RSE, c'est quoi? La RSE, c'est la responsabilité sociétale de l'entreprise. C'est une démarche volontaire dans laquelle l'entreprise s'inscrit au niveau stratégique. Donc, c'est d'abord une impulsion de la gouvernance, où on va effectivement décliner des ambitions stratégiques en termes de gouvernance, en termes sociaux et en termes environnementaux. Donc, on va parler de progrès sociaux, on va parler de protection de l'environnement. On pourrait, dans les activités de supply chain, et en tout cas, c'est ma recommandation, c'est comme ça moi, que je travaille avec mes clients industriels et prestataires logistiques. Lorsqu'on aborde les référentiels RSE, on rajoute également 2 domaines qui sont d'abord la performance économique, puisque la durabilité d'une entreprise, c'est d'abord sa capacité à être performante sur le plan économique, on l'oublie un peu trop souvent. Et puis le dernier point, quand on parle d'industrie et de supply chain, on a des enjeux forts en termes de performance énergétique, entre autres des bâtiments. Et on a des enjeux forts en termes de transport et de calcul des gaz à émissions des gaz à effet de serre, en particulier en CO2. Quand on va aborder le sujet de la RSE, on va parler de 3 textes de référence, hein, la norme ISO 26000, le Global Reporting Initiative qui va régir finalement toutes les informations dans les rapports de notation extra-financière. Et puis pour les Français, on parle de la loi de Grenelle 2 également. Pourquoi est-ce que la RSE c'est important? C'est important aussi parce que eh bien, les grands chargeurs internationaux, ils ont ces contraintes de produire des rapports de notation extra-financière. Et ces rapports peuvent avoir potentiellement un impact sur la volonté ou pas des actionnaires de venir investir à leur côté, donc d'accompagner le financement de la croissance de l'entreprise.
Et puis, évidemment, ça a un impact fort sur l'image. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous le savez, la RSE, elle se décline auprès des fournisseurs et des sous-traitants. Et donc, justement, c'est l'intégralité de la chaîne de valeur supply chain qui va être concernée par les enjeux de la RSE. Qu'est-ce qu'on va concrètement, nous, y voir dans les enjeux de la RSE? On va y voir des problématiques de carbonation, décarbonation des transports, d'une part, et on va y voir aussi des enjeux de contrôle qualité et de contrôle de process. Il y a des entreprises internationales qui ont effectivement été particulièrement impactées par des défauts de contrôle, par des défauts de process chez certains fournisseurs. On va parler ici de loyauté des pratiques, on peut parler potentiellement de respect des droits de l'homme, on peut parler d'un tas de sujets qui sont relatifs à la RSE, et c'est tout cela qu'il convient également de contrôler, et ce n'est pas facile lorsqu'on est loin de ses prestataires. Et alors, moi, j'ai une question, je vais un peu me faire un peu l'avocat du diable parce que je suis convaincue de l'inverse. Mais c'est vrai que les considérations, notamment environnementales et sociales, souvent sont considérées comme un frein à la performance ou du moins des contraintes additionnelles. Comment justement retourner un peu ces contraintes en opportunités? Alors pour moi, c'est tellement évident, c'est que finalement, être performant en termes de RSE, c'est être performant de façon globale sur l'intégralité de sa chaîne de valeur. Finalement, le meilleur outil, c'est d'utiliser des référentiels RSE qui sont connus, de façon à pouvoir non seulement évidemment faire un audit de l'entreprise et faire une photographie à un instant T de sa performance globale, mais aussi et surtout de pouvoir identifier les gisements de progrès et de pouvoir mettre en place le plan d'action et les objectifs qui vont bien. Ma recommandation de façon générale, c'est de mettre en place des objectifs ambitieux mais réalisables sur une durée de 3 ans qui seront déclinés par des objectifs intermédiaires d'année en année. N'essayons pas de se fixer beaucoup trop d'objectifs. Prenons un objectif par domaine de référence de la RSE et ça sera déjà pas mal. Est-ce que vous avez un exemple à donner sur voilà, une action concrète qu'on peut mettre en place? Oh oui, bien sûr. Alors évidemment, on l'a vu, nous, chez nos clients, la valeur ajoutée, si vous voulez, finalement, de la mise en place d'une démarche d'amélioration continue et d'une démarche RSE. On a un client qui n'arrivait pas à être référencé comme fournisseur et prestataire chez un grand compte international. Ça, c'est une question qui se pose énormément pour tout type d'entreprise, hein, très petite ou très grande. Exactement. Eh bien, le fait d'intégrer au sein de son établissement une démarche RSE a fait qu'il était éligible à la diffusion de ces appels d'offres. On a un autre client qui n'avait pas réalisé l'effet que pouvait avoir une mauvaise gestion des emballages sur son activité. Et le simple fait, si vous voulez, dans le cadre de l'audit RSE, de pointer du doigt le fait que les palettes étaient mal gérées ou mal utilisées. Et vous savez que des palettes, il y en a à 3 €, il y en a à 5 €, il y en a à 10 €. Quand on palettise des produits, on prend la première palette qui nous tombe sous la main et que pas de bol, c'est une palette à 10 € alors qu'une palette à 3 ou 5 € suffisait, eh bien, vous voyez déjà l'écart. Vous multipliez ça par 1000 palettes par semaine et par 50 semaines dans l'année, et vous voyez qu'on peut arriver à des montants qui sont particulièrement importants. Et donc, même si on a travaillé au départ sur la RSE, on s'aperçoit qu'on a grandement amélioré la performance économique de l'entreprise. D'accord, donc il y a des actions qui sont vraiment, là, les exemples que vous avez pris, c'est vraiment des exemples concrets. Et on voit qu'il ne faut pas beaucoup d'investissement, comme on disait, parce qu'au début, on a parlé un peu de relocalisation, donc c'est des choses qui peuvent paraître un peu lointaines. Alors peut-être sauf pour une entreprise productrice
mais il y a aussi des choses à faire sur le terrain qui peuvent être mises en place dès demain pour justement à la fois être en conformité RSE, ou du moins se rapprocher un peu de ces référentiels, et en même temps réduire ses coûts, peut-être aussi améliorer les conditions de travail. Hein. De par mon expérience, j'ai travaillé aussi sur le confort des collaborateurs, qui leur permet justement d'être plus performants aussi. Donc, c'est un win-win. Donc, j'imagine que c'est ça que vous mettez aussi en place auprès des entreprises. Oui, bien entendu. Encore une fois, c'est une performance globale sur des sujets de gouvernance, sur des sujets sociaux, sur des sujets environnementaux, sur de la gestion de l'énergie, puis sur de la performance économique. Vous avez tout à fait raison. Vraiment, le point clé, je crois, aujourd'hui, c'est vraiment dans votre supply chain, identifier en tout premier lieu où sont les gisements de valeur. C'est un point clé, ça, finalement, de cette introspection que vous pourriez faire. Le deuxième élément, c'est de voir un petit peu quelles sont aussi, et ça va rejoindre des méthodes qui sont éprouvées en termes de lean management, en termes de 5S, par exemple. Regardez aussi où sont les gisements d'inutilité, si je puis dire. Et puis enfin, vous savez, il y a un point important également, on parlait de l'éloignement entre des bassins de consommation et de production. Il y a un sujet sur lequel on ne peut pas changer grand-chose, c'est l'éloignement entre les gisements de matières premières et les gisements de production, les gisements de consommation. Oui. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi, très bien. Alors, on se rapproche de la fin de ce webinaire. Je vais prendre une question du public. Alors, on a Monsieur Youssef Saïd, donc Supply Chain Manager Senior dans l'industrie automobile, qui pose la question: comment intégrez-vous, alors ça c'est peut-être une question davantage que je dirigerai vers Nabil, comment intégrez-vous les fluctuations justement de transit time dans un ERP? Déjà, est-ce que vous utilisez quel type de système d'information vous utilisez, et comment intégrer justement ces problématiques, ces fluctuations dans vos systèmes d'information de manière générale? Bon, pour les délais de livraison, que ce soit en amont ou bien en aval, c'est bien au niveau de délai de fabrication, parce que le délai, c'est divisé entre trois délais: c'est délai d'approvisionnement, délai de fabrication et délai de livraison pour le client. Donc, délai de fabrication, c'est maîtrisé à 90%. Délai d'approvisionnement, à 60% maintenant, ça diminue. Ça diminue. La fluctuation, c'est important. Donc, le taux de risque d'avoir des retards, c'est beaucoup plus important. Donc, on essaie d'estimer un stock tampon, un stock pour prévoir un stock en cas de retard de livraison, et ça engendre des coûts supplémentaires. Et ça, vous voyez, la fluctuation, plus que le taux d'erreur est important, plus qu'il y a des frais supplémentaires à ajouter, des coûts supplémentaires au niveau, surtout d'approvisionnement. Donc, vous adaptez au niveau du stock. Pardon. Voilà, c'est pour compenser, pour éviter les ruptures, on parle de stock de sécurité, quoi, qui peut faire face au délai, au retard d'approvisionnement. Mais ça engendre des coûts supplémentaires. Le problème, malheureusement, il y a des coûts supplémentaires. Donc, le flux tendu avec le juste à temps, etc., ça devient de plus en plus difficile pour nous. Hein. Je parle par rapport à notre localisation et par rapport l'origine d'approvisionnement, à l'origine des appros. Donc, voilà, bon, vous parlez des logiciels, etc. Voilà, est-ce qu'il y a des systèmes d'information? L'ERP, on a le système, moi j'ai travaillé avant sur le système MFG Pro, si vous le connaissez, MFG Pro. On prévoit les délais pour calculer les quantités économiques, etc., acheter, les quantités stock, etc. On prévoit ça tout sur les paramètres du produit, parce qu'il y a au niveau de fiche de produit, il y a une partie réservée au délai, la quantité à acheter, la période de fabrication, période de délai, c'est ça, tout ça existe au niveau de l'ERP. Mais on essaie toujours de les ajuster.
sont des paramètres stock min-max avec la variation, la fluctuation à prévoir. D'accord, parce qu'il y a des logiciels aujourd'hui qui existent, qui permettent un peu d'être dans la prévention. Oui, il prévoit le délai et la quantité, c'est relatif, temps et quantité en même temps. Ça, c'est les paramétrages. Toujours, il faut paramétrer les produits au niveau des produits, au niveau des matières premières, les articles liés à la fabrication, au niveau de la fiche article. On peut prévoir, il y a ce qu'on appelle tout ce qui est information liée aux approvisionnements et stocks. Et je dirais, donc peut-être la dernière mention, parce que cette problématique des systèmes d'information, elle est importante, parce qu'on devrait espérer aujourd'hui avoir des systèmes qui nous aident justement à prendre des décisions. Est-ce que vous avez senti qu'il fallait adapter un peu vos systèmes d'information par rapport à... Sûrement, oui. Oui, sûrement, parce que ça dépend en fonction de l'activité. Il faut toujours adapter le système que vous avez par rapport à votre activité, parce qu'il n'y a pas un système standard. Il faut toujours, on essaie de s'adapter le système par rapport à notre activité, par rapport aux produits à fabriquer, parce que c'est pas la même chose qu'un produit. Par exemple, notre produit, et là, une nomenclature, une seule ligne, c'est une chaîne continue. On ne peut pas substituer un article par autre. Il y a presque une dizaine de composants qu'il faut avoir tous les 10 en même temps, parce qu'on ne peut pas... Et une chaîne continue, donc plusieurs chaînes d'assemblage, plusieurs produits, et à la fin, on trouve le produit fini. Donc, c'est sur ligne. Ce qui est très important pour nous, c'est d'avoir la disponibilité des matières à temps, de toutes les composantes. Parce que si un composant manque, ça veut dire l'arrêt de la production. Très bien. Alors, je suis désolée pour les questions qu'on n'a pas pu prendre, mais on les prendra en différé. On aura l'occasion d'organiser d'autres webinaires sur des sujets liés. Je vais, avant de faire ma petite conclusion, donc juste une conclusion où je vais reprendre un peu les recommandations. Avant cela, je vous laisse le mot de la fin à vous deux. Donc, Emmanuel, un dernier mot. Merci d'abord, merci à EMS d'avoir organisé ce webinaire. Merci à nos participants pour l'attention. Merci à Nabil pour la qualité de ses propos. Non, le dernier mot, c'est la logistique, c'est fantastique. D'accord. Oui. C'est génial. La logistique, c'est fantastique, c'est vrai. Nabil, il va falloir faire mieux, là, c'est difficile. Merci Nassira, merci Monsieur Emmanuel et tous les spectateurs, merci. Bon, le coût logistique, une chose à signaler, les coûts logistiques deviennent de plus en plus élevés par rapport aux coûts de main-d'œuvre, etc. Donc la délocalisation et être proche, la proximité maintenant devient de plus en plus importante pour tout le monde. Très bien. Merci à vous deux. Merci pour votre générosité, pour les informations que vous nous avez partagées. Merci à tous nos participants. Finalement, donc moi, je vais juste faire un petit rappel très rapide des recommandations que l'on a pu avoir par nos intervenants. Donc, je dirais juste une liste comme ça qui n'est pas forcément exhaustive. Alors, on a mentionné l'importance de sélectionner ses clients et ses partenaires. On a aussi conseillé d'aller sur place pour collecter les infos parce qu'il était vraiment impératif d'avoir une relation de confiance avec non seulement ses clients, mais aussi ses partenaires. Il y a donc dans les coûts logistiques, comme l'a dit Nabil, des coûts qui sont maîtrisés par l'entreprise et donc, dont on doit vraiment les optimiser. Donc, que ce soit les coûts de production, réduire les coûts de production, les coûts de stockage, etc. Et on doit donc réduire au maximum les gaspillages. Pour cela, il y a des outils, notamment
on a parlé d'exemples au niveau RSE, donc il y a des référentiels à suivre, donc on vous conseille de suivre ces référentiels puisque ça vous apportera aussi des gains en performance. Et dans l'environnement dans lequel on évolue, ce sera sûrement des bénéfices aussi, que ce soit pour des potentiels clients additionnels ou alors pour être dans les restrictions qui sont imposées par les différents gouvernements. Enfin, on a parlé de systèmes d'information et comment ajuster en fonction des paramètres. Donc ça, c'est une partie aussi qui est très importante. Voilà, je vais clôturer. Je vous remercie énormément. Le lien sûrement sera disponible sur YouTube. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous avez envie de discuter des sujets qu'on a mentionnés. Et puis, si vous avez des suggestions, nous sommes vraiment tout oui. Encore merci Emmanuel Zervidaki et Nabil Bouzayani. C'était un plaisir de faire ce webinaire avec vous. Merci à tout le monde. Merci bien, à bientôt. À très bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.